Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Merci d'être là, merci d'être avec nous. J'espère que vous passez un bon week-end, un bon week-end prolongé pour beaucoup d'entre vous. En tout cas, on pense à vous. On espère aussi que vous avez passé un bon week-end. Si vous rentrez là, vous êtes en voiture, on vous accompagne, on marche sur la tête avec toute l'équipe, bien entendu. Il y a du D'Artigol, comme je l'ai dit. D'Artigol, la. Alors, petit tour du week-end de chacun, parce que c'est important. D'Artigol, il a fait quoi ce week-end? J'ai essayé de sauver mon couple, puisque vous avez annoncé à l'antenne sur C8 que Valérie, samedi soir, était à Pau avec moi alors qu'elle était au salon du livre à Brive et que j'étais avec ma compagne à Paris. Quand j'ai vu les premiers messages arriver, j'ai décidé de couper mon téléphone et j'ai répondu aux messages que ce matin. Écoutez-moi bien, D'Artigol, on voit clair dans votre jeu. D'Artigol, arrêtez de courir plusieurs lièvres à la fois. C'est moi le lièvre? Oui, vous êtes plutôt la tortue, vous, Benaïm. Vous êtes tortue. Non, mais voilà. ça va avec votre fiancé? Ça va, mais tenez-vous à distance. Il ne faut plus intervenir. C'est le service que vous pouvez me rendre, c'est vraiment de ne plus traiter ce sujet. Vous êtes très occupé tout au long de votre journée, sur différents sur le plan médiatique, immobilier. Ne vous occupez pas de mes affaires. Nautique. Merci. Non, Olivier D'Artigol. Oui. Alors, votre fiancé est venu vendredi. Qui est très sympa. Nous voir, très sympa. Est-ce qu'elle a bien aimé l'équipe? Oui. Dites-nous, est-ce qu'elle vous a dit ce qu'elle a penché de chacun? Oui. Dites-nous, en un mot, Gauthier Lebré. Elle m'a dit quelque chose d'important. Elle m'a dit, mais tu vois, j'ai discuté avec les collaborateurs, etc. Tout le monde à la pêche, il n'y a pas de souffrance au travail. Oui, c'est Parce qu'il est vrai qu'on peut bien comprendre une équipe quand on voit la manière dont les proches collaborateurs sont. Voilà. Elle a dit... ils ont tous la pêche. Je vais vous dire, le seul qui souffre ici. Le seul qui souffre ici, c'est moi. Non, c'est vrai, elle s'est dit. Non, mais alors, et sinon, alors qu'est-ce qu'elle a pensé de Fabien Lecoeuvre? Elle le voyait plus grand, vrai? Non. Non, elle le voyait de la même taille. Non, elle avait l'échelle. D'accord. Non, comment elle le perçoit? Elle lui a parlé? Oui. Qu'est-ce qu'elle vous a dit sur lui? Elle le sent vicieux? Non, mais c'est vrai. Non, mais dites la vérité. Elle a dit qu'il ne fallait pas le fixer dans les yeux trop longtemps. Sur sa rivale, Valérie Benaïm, elle a dit quoi? Très sympa. Très sympa. En fait, l'énigme, ça reste vous. Non, oui. Parce que vous avez senti un peu fuyant. Mais moi, normal. Qui fait caca sur le chemin, marche dedans quand il revient. Quoi, elle m'a senti fuyant? Oui. Ben oui. Mais par rapport à vos propos sur les derniers jours. Non, je suis pas du tout fuyant. Écoutez, vous savez quoi? Vous êtes vite parti. Pas du tout. Je vais vous dire la vérité, Olivier D'Artigol. Oui. Moi, je suis malheureusement, et ça me porte préjudice tous les jours. Oui. Je suis un amoureux de l'amour. Et quand je vois un couple, en danger, ça me fait mal. Et je ne me voyais pas voir votre fiancé lui dire droit dans les yeux, oui, il est sérieux, oui, il vous aime, et oui, il n'a rien pour Valérie Benaïm. Donc j'ai été fuyant parce que forcément, je ne me voyais pas mentir. C'est tout à mon honneur. Merci, c'est tout à mon honneur. Merci Gauthier Lebré. Qu'est-ce qu'il a fait ce week-end? Il était avec moi samedi et dimanche. Évidemment. Oui. J'étais sinon à Disney en famille. Voilà. À ignorer les tweets de Jean-Michel Apathy. Ah d'accord, on va en parler. Tiens, c'est vrai. On va en parler 2 secondes. Tiens, vous voulez en parler un petit peu? Non, si vous voulez, on peut remettre une pièce dans la machine, mais enfin. Non, mais bon, voilà. L'ignorance, on a tout dit. Ouais. On a tout dit. Je redis ce que j'ai dit. Si ça avait été Jean-Marie Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon qui avait utilisé l'expression au bord du gaz que plus personne n'utilise en France, ça aurait été une polémique nationale. Voilà, c'est tout. Exactement. Voilà. Bon, donc vous avez été à Disney avec la famille. À Disney avec la famille. Il y avait très sympa. Qui comme famille? Alors il y avait ma femme. Il y avait Mickey, Donald, Daisy, Tic et Tac. Il y avait qui? Il y avait ma femme, Oui. que vous connaissez, Bien sûr que j'adore. que vous adorez. Elle m'adore. Oui, c'est vrai. Elle était très impressionnée la première Mais fois. qui que dit vous avez ça vu. en Tu me fait? vois? Mais c'est vrai. Qui dit un tel m'adore? Mais Oui, bah oui. qui dit Sa femme quelle m'adore. personne dit ça? Sa femme m'adore. Oui, à la fin du mois, elle l'adore vraiment beaucoup. Ah oui. Et surtout C'est au sa début vie. du mois aussi, quand ils vont faire des shopping. Donc ma femme, mes parents et mes sœurs. il n'y a pas d'enfants? Ah oui. Voilà. J'adore. Et vos parents nous aiment bien? Ils nous écoutent? Oui. Alors mes parents, ils sont très occupés. Ils regardent beaucoup. Ma mère regarde beaucoup. Elle était au courant de tout parce qu'elle regarde beaucoup les extraits sur Twitter. D'accord. Elle nous suit comme ça. Vous l'embrasserez de ma part. Je n'y manquerai pas. Et vous lui direz quelle fierté de savoir qu'elle me regarde parfois. Vraiment, merci. Je l'embrasserai. Valérie Benaïm, vous avez été à Brive. Donc, Oui, vous avez j'embrasse d'ailleurs tous ceux qui sont venus au salon, à la foire du livre de Brive. Embrassez surtout Ils ont été formidables. les rencontres que vous avez faites. On va parler de vous, Benaïm. Benaïm, je sais qu'en ce moment, vous êtes... Qu'est-ce qui
Non, vous êtes en train de vous poser des questions. Mais enfin, sentimentalement. Et pas du tout. Mais alors, mon compagnon nous écoute, donc je l'embrasse très fort et je lui dis que tout va bien. Voilà. Écoutez, s'il nous écoute, son compagnon, donc Patoche. Et sachez que je l'aime infiniment. Ah bah écoutez, il doit être bien content de le savoir alors qu'il est avec sa maîtresse actuellement à 16h08. Merci, on l'embrasse. Donc j'étais à la foire du livre de Brive. On espère que tout se passe bien avec Josiane. C'était absolument formidable. 400 auteurs réunis dans un même espace. Oui. Toute la ville aux couleurs de la littérature et du livre. C'était vraiment un bonheur incroyable. Quel bonheur. Moi vraiment, je vais vous dire, moi. Vous qui êtes un amoureux du livre et du verbe. Ah mais moi. Bah, bien sûr, Cyril. Une petite poésie peut-être, quelque chose. Bien sûr, comme un chevreuil. Pierre de Ronsard. Je vous écoute. J'adore. Comme un chevreuil. C'est tout ce que je connais de cette le titre, poésie, donc. Comme un chevreuil. Et vous alors, Fabien Lecoeur? Moi j'ai bossé tout le week-end. Qu'est-ce qu'on fait quand on est comme ça, aussi agile que vous? Ah oui, j'ai fait la soirée Alain Delon, le symphonique de ses musiques de film. Je devais y aller, mais j'ai pas pu parce que j'avais l'émission. Ah bah oui, bien sûr. Moi j'ai filé après l'émission. Ah oui. Et Anthony Delon m'attendait d'ailleurs. Je l'adore. Et donc, et vous savez que vous le faites énormément rire. Mais je l'adore. Il m'a raconté justement vendredi soir qu'il vous adore la dernière heure de TPMP. Ah oui. Avec ses filles. Et donc, il vous adore. Il m'a dit surtout, transmets-lui toute mon amitié, etc. Ouais. Il était charmant. J'aime beaucoup Anthony. Charmant avec vous, il vous adore. Donc voilà, j'ai vu Daniel Guichard parce qu'il a chanté dans la soirée. Il est habillé dans son vieux par-dessus râpé. Il a chanté le vieux par-dessus râpé. Non, c'est vrai. Oui, bien sûr. Dans son vieux par-dessus râpé. Il s'en allait l'hiver, l'été. C'est la chanson matin, frileux. Préférée d'Alain Mon Delon. vieux. Je sais, mon vieux. Ah ouais. Il y avait qu'un dimanche par semaine. Les autres jours, c'était la graine. J'adore. Vous m'avez mis les poils. Oui. Et puis samedi, je suis allé aux adieux de Sylvie Vartan. Non. Décidément. Vous avez vu combien de personnes vivantes ce week-end? C'est horrible ça. Oh non, pas ça. On rigole. Vous savez que Daniel est mon ami. Oui. Daniel Guichard, c'est vraiment mon ami très proche. Il a pas sa langue dans sa poche quand vous l'avez sur un plateau de télé. J'espère qu'il va revenir. Il est bon. Je voulais lui proposer d'être plus souvent avec nous parce que je l'adore. Il pourrait venir une fois. Ah, c'est une bombe de mec. Et puis sinon, c'est un chef-d'œuvre ça. J'ai appelé le Canada. S'en allait l'hiver, l'été, dans le petit matin frileux. Bon, en revanche, il faut avoir le moral. Oui, c'est ça. Vous écoutez ça, vous êtes un petit peu en bas. Il pleut dehors, c'est dimanche 18h. Ah, là, c'est dur. Là, c'est sûr. Ou alors la tendresse. Non. Ah là c'est sûr, là si vous écoutez ça après vous imaginez Anne Hidalgo qui écoute ça après son score au présidentiel. Ah mais sans rigoler, je peux vous dire, elle aurait plongé dans la scène plus avant. Alors toute la salle pleurait vendredi soir. Vous imaginez la France Insoumise, écoutez mon vieux dans la voiture, vous imaginez Louis Boyard et Sébastien Delogu après l'annonce du gouvernement. Imaginez-les. Lucie Castet qui se rend compte qu'elle ne sera pas à Matignon. Imaginez Lucie Castet, quand elle a quitté l'Élysée, elle était persuadée d'être Premier ministre, et le soir, elle voit que c'est Michel Barnier. Lucie Castet, dans sa voiture, elle écoute mon vieux. Mon vieux. Avec la pluie dehors. Avec la pluie, exact. Les dimanches étaient monotones. Vous allez nous parler dans un instant de ce que vous avez fait parce que vous avez appelé le Canada. Je peux le Canada parce que Céline Dion a un nouvel animal, elle a adopté une chatte. Une petite chatte. Mais elle cherche un prénom parce qu'en ce moment c'est VWXYZ. Pas là qu'elle appelait Volkswagen. Non. Voilà, merci. Elle voulait appeler Noisette. C'est des coccinelles, Volkswagen. Merci Fabien. Vous allez nous en parler dans un instant. Ça sera dans les infos people. Calmez-vous s'il vous plaît, merci. À Toulon, un étranger sous OQTF pris en flagrant délit de cambriolage dans la voiture de la députée Rassemblement National Laure Lavalette. Elle nous donnera des infos dans un instant, Laure Lavalette, puisqu'on l'aura en ligne. Puis vous nous appelez 01 80 20 39 21 pour notamment réagir. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, signale le tweet d'une députée LFI justifiant les lynchages d'Amsterdam. On en parle dans un instant, c'est la compagne de Louis Boyard. Marie Mesmer. Quel beau couple. Allez, à tout de suite. On est en direct et on est bien heureux d'être avec vous, bien entendu. Et c'est vrai que Olivier d'Artigol, je le sens beaucoup plus détendu maintenant qu'il a mis les choses au clair avec sa fiancée. Franchement, depuis qu'elle a accepté le trouble, j'ai l'impression que ça va beaucoup mieux. Dans un instant, on parlera d'Elon Musk qui dit que l'idéologie woke a tué son fils. On va en parler dans un instant. Et non, mais c'est vrai, on va en parler. C'est vrai que c'est incroyable l'histoire d'Elon Musk et de son fils. On va en parler bien entendu sur Europe 1, juste pour vous raconter également l'histoire. Vous réagissez aussi, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, signale le tweet d'une députée LFI justifiant les lynchages d'Amsterdam. C'est Marie Mesmer,
je connaissais Mesmer. Je le préférais d'ailleurs. Je préférais Mesmer à Mesmer. Ces gens-là n'ont pas été lynchés parce qu'ils étaient juifs, mais bien parce qu'ils étaient racistes et qu'ils soutenaient un génocide. Vous vous rendez compte de ce tweet? Ça va alors, on a le droit. Et c'est la compagne de Louis Boyard. Ces gens-là, rien que l'expression, ces gens-là, pour parler des supporters israéliens. Ouais. Et puis on parlera également de Kylian Mbappé au fond du trou. Vraiment. Vous savez ce qu'aurait dit Jean-Michel Apathy pour Kylian Mbappé? Au bord du gaz. Non mais je vous dis, non mais c'est rien, franchement, il est pas bien, Kylian Mbappé. Je vais vous en parler dans un instant, et bien sûr j'ai toutes les infos. Vous savez que au niveau football, au niveau ballon rond, je suis là. Pour le moment, on va parler de ce qui s'est passé. Gauthier Lebray à Toulon vendredi. Oui, il y a un Algérien sous OQTF qui a cambriolé une dizaine de véhicules et il a terminé dans le véhicule de la députée RN Laure Lavalette. Des policiers sont intervenus parce qu'ils l'ont pris en flagrant délit après cette dizaine de véhicules qu'il a donc cambriolé. Et les policiers ont été blessés parce qu'ils ont essayé de le sortir du véhicule. C'est les infos de France Bleu. Et au moment où ils essayent de le sortir, ils ont été blessés. Il y avait une visite ce jour-là de Catherine Vautrin, la ministre des Territoires, en charge des Territoires. Donc Laure Lavalette est arrivée en retard à cause du cambriolage de sa voiture, la députée Rassemblement National. Et donc c'est reparti sur le débat des OQTF, la surreprésentation des délinquants au sein des personnes qui ont des OQTF. D'ailleurs, ils peuvent avoir des OQTF parce qu'ils sont délinquants. Obligation de quitter le territoire français, puisque là on est dans un cas typique, un Algérien sous OQTF qui cambriole une dizaine de voitures et qui blesse 2 policiers. Alors Laure Lavalette est avec nous en ligne. Bonjour Laure Lavalette. Merci. Bonjour à tous. Bonjour Laure. Vous n'êtes pas en voiture? Non, pas du tout. Bon, très bien. Moi, j'ai en voiture. J'ai plus de voiture. Non, oui, alors merci d'être avec nous, Laure Lavalette. Donc c'était vendredi, comme nous l'a dit Gauthier Lebray. Ça faisait partie. Vous faisiez partie d'un. Voilà, c'est un hasard. C'est un hasard. C'est une série. Et vous étiez dedans. C'est le pur hasard, en fait, d'après ce que j'ai compris. L'auteur des faits avait déjà essayé de cambrioler une dizaine de voitures sur le parking des plages à Toulon. C'est ça. Une petite mamie trop mignonne, le voyant faire, a téléphoné à la police. Ça a été transmis à la BAC qu'il a pris en filature. Et la première voiture qu'il essaye de facturer étant filée par la BAC, c'est la mienne. C'est quand même ballot, parce que je partais à un événement pour aller voir la ministre. Donc il y avait en plus la cocarde, vraiment sur ma voiture. Et effectivement, j'apprends par la presse que ce clandestin était sous le joug d'une OQTF. En fait, je me suis garée à peu près 10 minutes. Je suis passée prendre mon attaché parlementaire et mon suppléant. Et au retour, je vois 5-6 flics autour de ma voiture. Je me dis, mince, que se passe-t-il? Et ils m'ont dit, regardez, Madame Lavalette, ce qu'on a trouvé dans votre voiture. Ouais. Et effectivement, ils avaient menotté une personne qu'ils avaient déjà mis. Enfin, vraiment, le flagrant délit est arrivé 1 minute, je pense, avant que j'arrive sur place. Et je remercie bien les policiers de la BAC. Apparemment, ça c'est plutôt, ça a été une intervention musclée des policiers, puisque il s'est rebellé, blessant 2 policiers. Musclés. Oui. Exactement. Il s'est beaucoup débattu. En fait, il était accroupi dans ma voiture quand ils l'ont chopé. Il s'est beaucoup débattu. Il a voulu s'enfuir. Et on a effectivement 2 policiers de la BAC de Toulon que je remercie encore et qui ont été blessés. Et surtout qu'à 1 minute ou 1 minute 30 près, je pense que je rentrais dans la voiture et je me retrouvais nez à nez avec le clandestin qui avait quand même une pince coupante, un couteau. Enfin, je veux dire, ils m'ont vraiment, ces policiers m'ont évité, je pense, probablement le pire. Non, mais c'est vrai que c'est incroyable parce que ça s'est joué à très peu de temps pour vous, Laure Lavalette. Très peu de temps. Et bravo à cette mamie qu'on embrasse en tout cas. Exactement, mais ça veut aussi dire que quand les citoyens font leur boulot, ils sont très efficaces. Laure Lavalette, les citoyens font leur boulot, c'est sûr, mais aujourd'hui aussi, je vais vous dire, on entend tellement de choses incroyables et il y a tellement de violence que c'est vrai qu'il faut aussi qu'ils restent prudents parce que on a toujours peur aussi pour eux. Et un coup de fil, c'est très bien quand vous avez le moindre doute, vous faites le 17 et la police du coup se met en branle. Et c'est vrai que je suis un peu, je vous cache pas, Cyril Hanouna, je suis un peu énervée de me dire, de découvrir dans la presse qu'il était sous le joug d'une OQTF. Évidemment, je me dis, mais qu'est-ce qu'il faisait encore sur notre sol? Je sais bien qu'on a le record de non-exécution d'OQTF, mais c'est pas possible. Expulsons les délinquants étrangers, il faut lever les freins à l'expulsion. Il faut qu'on puisse les expulser, c'est pas possible. Parce que là, qu'est-ce qui va se passer? Donc j'ai vu qu'il passait en comparution immédiate mercredi. Donc je m'interroge, qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'il va partir en centre de rétention administrative? Est-ce que qu'est-ce qui va se passer? Je vais vous dire la vérité, et ça me fait de la peine de dire ça sur Europe 1, 16h19, on est en direct, on est le 11 novembre. J'ai bien peur qu'on soit bien déçus de ce qui va se passer dans les prochains jours pour lui.
je suis pas sûr que ça se passe comme on aimerait que ça se passe. Normalement, je vous le dis. Normalement, l'histoire qui suit, c'est centre de rétention administrative. Oui, puis libération avant les 90 jours. Une demande de laisser passer consulaire à l'Algérie, avec qui on le sait bien, nos relations sont extrêmement positives en ce moment. Oui, exactement. Je pense, moi, qu'il va être tranquillement dans une chambre d'hôtel en train d'appeler des room service. Ouais, puis je pense que c'est important de dire aux Français, c'est leur argent aussi. Une nuit en centre de rétention administrative, une journée, c'est 690 € pour le contribuable. Donc, vous voyez, c'est pas rien quand on voit, je sais plus lequel de vos confrères avait dit qu'une expulsion, c'était un peu plus de 13 000 €. Il faut savoir que 200 jours dans un CRA, c'est 140 000 €. Je sais, c'était. Alors, c'est Anne-Sophie Lapix qui avait dit ça. Ce que j'avais répondu à Anne-Sophie Lapix aussi, c'est qu'un an de prison, c'est 32 000 €. Bien sûr, donc si tous les OQTF et tous les OQTF dangereux ou ceux qui ont déjà commis des méfaits, on les expulsait, ils n'étaient pas dans nos prisons, on gagnerait déjà beaucoup d'argent, c'est 32 000 € par an. Donc ça aussi, il faut le voir. Et puis surtout, on protégerait les Français, Cyril Hanouna. Il faut qu'ils passent de la case prison à la case avion. Voilà, c'est comme ça. Quand ils ont une OQTF, il faut que nous en débarrassions. C'est pas possible. Mais Laure Lavalette, Sylvie Artigol, quels seraient d'après vous les moyens de pression vis-à-vis d'un pays tel que l'Algérie aujourd'hui ? Mais je pense que les moyens de pression, en fait, on les connaît. Je pense que ce qui manque, c'est la volonté politique. Il faut un bras de fer, effectivement, avec ces pays. Il faut leur dire, voilà, vous aurez 0 visa. C'est pas quelques visas, c'est 0 visa. Vous voulez pas reprendre vos délinquants, c'est 0 visa. C'est 0 transfert d'argent. Je peux vous dire que les transferts d'argent type Western Union, c'est beaucoup d'argent. On arrête l'aide au développement. Enfin, je pense que les freins, tout ça, on le sait. Ce qu'il faut, c'est la volonté politique. Et puis, vous savez, je vais prêcher pour ma paroisse 2 minutes, mais tant qu'on ne mettra pas dans la Constitution le droit des étrangers, quand on ne mettra pas dans la Constitution les outils politiques, juridiques, administratifs qui vont nous permettre de pouvoir gérer cette immigration et cette délinquance qui évidemment est liée. En Ile-de-France, 93% des vols, 63% des agressions sexuelles dans les transports en commun sont le fait d'étrangers. C'est pas possible. 75% des mineurs déférés sur le parquet de Paris sont des mineurs étrangers. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'il faut de plus pour ouvrir les yeux et se dire qu'il faut absolument avoir un virage sécuritaire et migratoire. Sinon, on ne protégera pas nos Français. Moi, je vais vous dire, pour l'instant, il ne s'attaquait qu'à ma voiture. Enfin, je veux dire, je suis bien heureuse. Non, mais on est bien loin de Laura, de Morane, de Lola, de Philippine. Exactement. Enfin, rien à voir. Juste, Laure Lavalette, heureusement que vraiment ça s'est joué à quelques minutes, mais j'aurais pas aimé que vous vous retrouviez dans la voiture avec lui. Mais vous avez raison, et encore une fois, je remercie les policiers de la BAC. Je pense qu'à 2 minutes près, je rentrais dans ma voiture côté conducteur, il était côté passager, et je me retrouvais nez à nez avec un OQTF dans ma voiture, avec un couteau. Je peux vous dire que là, j'aurais moins fait la maline. Mais juste pour vous dire aussi quand même ma déception, vous savez, le 31 octobre, il y avait la niche du Rassemblement National, et le deuxième texte de la niche, qui était porté par Edwige Diaz, c'était sur l'expulsion des délinquants étrangers qui constituaient une menace grave à l'ordre public. On trouve qu'il y a trop de freins, la situation personnelle, la durée de résidence, si vous avez un enfant scolarisé. Bref, on ne peut plus expulser personne. Et bien, ce texte-là a été rejeté en masse par l'Assemblée nationale, sauf évidemment le Rassemblement national. Donc je m'interroge en fait. Je m'interroge sur la volonté des politiques en place de véritablement vouloir protéger les Français. Et c'est vrai que c'est un peu navrant. Alors heureusement, on a évidemment beaucoup de courage et d'énergie politique. Et puis vous imaginez bien qu'un petit événement comme celui-là rebooste aussi. C'est quand même assez fou que ça soit tombé sur ma voiture. Ouais, quand je suis allée porter plainte après au commissariat, les gens se disaient toi, dis après, donc, ça arrive à tout le monde. Quand même, évidemment, mais d'avoir essayé de cambrioler ma voiture, c'était quand même. Non, mais ça prouve bien que ça arrive à tout le monde. C'est partout tout le temps. Et que c'est partout tout le temps. Évidemment. C'était dans un quartier, c'était à la Nitre à Toulon, qui est un quartier résidentiel. Non, mais c'est partout tout le temps. Ça veut dire que maintenant, c'est partout tout le temps. Et encore une fois, sans volonté politique, je crains que nous n'arrivions pas à protéger les Français. Merci Laure Lavalette d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci Laure, merci. Il est 16h23 sur Europe 1. On va se retrouver dans un instant et on va parler justement de cette députée LFI. Elle est députée d'ailleurs, elle ? Oui, elle est députée, absolument. Elle aussi est députée. Mais tout le monde est député chez LFI. C'est fou. Il y en a très peu à sauver dans le lot. Exactement. Qui ne font pas polémique. Très peu. Qui a justifié les lynchages d'Amsterdam. Alors c'est la compagne de Louis Boyard. Tout à fait. Mais elle cumule les mandats. Aux dernières nouvelles, sont-ils encore ensemble ? À tout de suite sur Europe 1. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête.
Cyril Hanouna. Ah, on est bien avec vous sur Europe 1, 16h32, on est en direct, on est le 11 novembre. Tiens, comme ça, rapidement, est-ce que vous êtes pour supprimer le jour férié, vous, comme l'a proposé Jean-François Copé ? Non. Je peux donner des petits arguments ? Bien sûr, allez-y. Parce que le 11 novembre, alors évidemment, c'est l'armistice, mais pas seulement. Il y a eu des changements depuis plusieurs années. En 1975, la cérémonie est élargie à tous les soldats tombés pour la France, intégrant ainsi les morts des guerres de décolonisation et d'autres conflits. Puis en 2012, elle inclut les soldats décédés en opération extérieure, rappelant l'engagement de la France dans des missions internationales. Donc c'est une journée de mémoire pour tous nos soldats tombés et qui se sont battus pour nos libertés. Donc non, je suis absolument pas pour supprimer le 11 novembre. Oui, Olivier d'Artigol. Même argumentaire, journée du souvenir. S'il est bien sur ces journées-là, quand on le peut, d'aller au monument aux morts de sa commune, de son village, de sa ville, pour faire ce devoir de mémoire et dire ce qu'a été le 11 novembre. Vous savez que c'est l'armistice à 11h, le 11e jour du 11e mois. Pour cela que ça a été mis à 11h, et après une boucherie sans nom. Ouais. Et on sait très bien que pour beaucoup de personnes, toutes ces dates flottent un peu, on en oublie trop souvent la signification. Donc c'est une journée pour justement se remémorer tout ça. Oui, Fabien Leclerc. Non, moi je pense que le 11 novembre c'est bien. Moi je supprimerais plutôt, ça gênerait le moins de gens possible, c'est le 15 août, parce que tout le monde est en vacances. Ah oui. Et finalement, c'est ce qui gênerait le moins. Ouais. Et ça n'empêche pas d'avoir une pensée pour Marie, enfin tous les gens catholiques qui pratiquent. Ça ne changerait rien, mais en tout cas pour les employés, le 15 août serait mieux, en tout cas à supprimer, ça gêne moins de gens. Moi pour vous, je supprimerais le lundi. Continuer avec la déchristianisation de la France. Oui, exactement. Continuer. Bravo Gauthier Lebret. Tous ces jours ont une charge à la fois symbolique, pédagogique, etc. Donc, historique, c'est important. Donc je vois pas l'intérêt d'aller, encore une fois, essayer de supprimer quelque chose. Parce que c'est bien beau, les gens qui disent... La seule chose que j'ai envie de supprimer, moi, c'est les primes. Pour vous. Merci. Les gens qui vous disent il faut supprimer un jour férié. Puis vous leur demandez quel jour férié vous supprimez. Et là la goutte de sueur apparaît sur le front. Voilà. Parce que vous enlevez une fête chrétienne, vous enlevez une armistice. Compliqué, hein. La fête du travail le 1er mai. Le seul qu'on peut enlever, c'est peut-être le 23 septembre. C'est votre anniversaire ? Oui. Ouais. C'est férié ? Oui. Ça va le devenir. Merci Fabien Leclerc. Je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Allez, on va tout pour. Hein. On va, merci. On est sûr que ça se fera pas. Allez, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. D'ailleurs, bravo à lui. Bravo à Bruno Retailleau. On lui dit souvent bravo. On lui dit souvent bravo. Oui. Il laisse rien passer. Il a annoncé saisir la justice après le tweet de Marine Messmer. Donc Messmer, députée LFI et compagne de Louis Boyard. On préférait qu'elle soit comme Messmer, qu'elle fasse de la prestidigitation. Ouais. Non mais franchement, c'est incroyable. Écoutez son tweet. Ces gens-là n'ont pas été lynchés parce qu'ils étaient juifs, mais bien parce qu'ils étaient racistes et qu'ils soutenaient un génocide. Moi je suis désolé. Excusez-moi, je suis désolé de dire ça. Moi je veux bien entendre toutes les idées et vous avez vu, je suis le premier, mine de rien, à le faire avec des gens qui n'ont pas du tout les mêmes idées que moi dans mes émissions. Mais là, je trouve qu'on franchit encore un cap, le cap de l'indécence. Très clairement. Le cap de... ils sont extrêmement dangereux, ces gens. Extrêmement dangereux, parce qu'ils arrivent à tout. En fait, ils arrivent à nous dire oui, mais, à chaque fois. Chaque fois qu'il y a un drame, c'est leur oui, mais. Et c'est devenu insupportable. Ils sont extrêmement dangereux. Et je trouve, personnellement, qu'on ne les met pas assez hors d'état de mire et hors jeu. Je trouve qu'ils sont encore beaucoup trop dans l'échiquier politique, qu'ils ont encore beaucoup trop droit à la parole, qu'on les invite beaucoup trop. Et je trouve, mine de rien, même si je suis pour inviter tout le monde, là, je trouve qu'ils ont vraiment un discours qui est extrêmement dangereux. Et j'ai très peur de leur discours à chaque fois qu'il y a un événement. Et derrière, c'est vrai qu'il se passe souvent des drames et je dis pas qu'ils sont responsables. Ils sont en tout cas... Ils mettent de l'huile sur le feu. Il peut y avoir une responsabilité politique. Oui, bien sûr. Excusez-moi, si ça se passe mal jeudi, lors du match France-Israël, on espère que tout se passera bien. Il y a un fort dispositif sécuritaire. Si ça se passe mal, pour moi, c'est pas de la faute de Bruno Retailleau, c'est de la faute de la France insoumise. Et évidemment qu'il a raison de mettre des cibles sur le dos à la fois des joueurs et des supporters. Et je peux vous annoncer qu'il va le refaire, parce qu'il avait déjà saisi la justice pour Raphaël Arnaud. Il l'a saisi donc pour Marie Messmer. Il l'a saisi pour Richie Thibault, l'assistant parlementaire de Dersia Soudek appelé à l'intifada. Et il va la saisir dans les prochaines heures pour Adrien Clouet, qui est un autre député LFI et qui a tweeté: le ministre de l'Intérieur et ses journalistes de préfecture sont des petites frappes fascistes, soutien à Marie Messmer. Il qualifie donc le ministre de l'Intérieur de petite frappe
fasciste, ce député Adrien Gouet. Les mêmes qui appellent à l'intifada généralisée. D'autant plus que s'ils étaient... Et dès que vous dites quelque chose, on vous traite dès que vous dites quelque chose, ils vous traitent de fasciste, c'est leur truc. De toute façon, font que ça. La France Insoumise a décidé quelque chose, c'est y compris ses partenaires au sein de la NFP, s'ils ne sont pas France Insoumise et s'ils ne sont pas alignés sur les théories la phraséologie mélenchonesque, si j'ose dire, eh bien tout le monde est fasciste, y compris les socialistes, y compris les Verts, quand ils ne sont pas d'accord. D'ailleurs, cette députée a un tweet de Fabien Roussel sur ce qui s'est passé à Amsterdam et qui était un tweet extrêmement net et clair sur la dénonciation de ce qui s'est passé. Ses supporters ont été chassés et lynchés, non pas parce qu'ils étaient supporters israéliens, mais parce qu'ils étaient juifs. Après, bien évidemment, étant donné que ces personnes ne sont pas claires, depuis le 7 octobre, même avant, elles ne peuvent absolument pas après évoquer, comme elles voudraient le faire, ce qui se passe en Palestine ou en Cisjordanie ou au Liban. Puisque dès le début, ce qu'ils font ne va pas et pose problème. Non mais moi je trouve qu'on est trop laxiste. Je trouve qu'on est trop laxiste avec eux. Excusez-moi, je suis désolé, je trouve qu'on est vraiment trop laxiste et que ils ont encore trop de place. Les articles 40, Cyril, ils ont trop de place. Est-ce que l'on peut revenir quand même sur le tweet en lui-même? Voilà, c'est ça. Déjà sur le verbatim du tweet. Rien ne va. Ces gens-là. Rien ne va. Ces gens-là, pour désigner des supporters, ça veut dire quoi, ces gens-là? Ça veut dire à la fois le mépris, à la fois on parle de quoi? De juifs, d'israéliens? C'est quoi ces gens-là? C'est qui ces gens-là? Ils n'ont pas été lynchés parce qu'ils étaient juifs, mais bien parce qu'ils étaient racistes et qu'ils soutenaient un génocide. Comment est-ce qu'on peut savoir? Au faciès? Au port du maillot? Au passeport? Et donc, ça veut dire que si on est ou juif ou israélien, par définition, on soutient un génocide. Elle parlait d'un drapeau arraché, d'un drapeau palestinien arraché. Exactement. Et donc, on doit être condamné par des juges si on est raciste. On ne doit pas être lynché. À quel moment on justifie cela? On légitime des violences absolument ignobles. Et je rappelle d'ailleurs qu'il y avait des vidéos qui circulaient où notamment il y a un jeune homme qui était tabassé qui disait « Je ne suis pas juif ». On va en parler dans un instant. 01 80 20 39 21. Réagissez sur Europe 1. Venez nous donner votre avis sur tous les sujets qu'on va aborder. Il y a Kylian Mbappé dont on va parler également dans un instant. Et on va parler également... je voudrais juste vous raconter cette histoire d'Elon Musk, du fils d'Elon Musk qui dit que le wokisme a tué son fils. Vous nous raconterez tout ça dans un instant. Gauthier Lebray, bien entendu, qui est notre Pierre Bellemare. A tout de suite sur Europe. Ces gens-là n'ont pas été lynchés parce qu'ils étaient juifs, mais bien parce qu'ils étaient racistes et qu'ils soutenaient un génocide. Ce sont ses propos après les lynchages d'Amsterdam. Elle justifie encore ces lynchages. Ils sont toujours dans la justification. Et ces gens sont extrêmement dangereux. Et je trouve sincèrement, qu'il y a trop de laxisme envers eux. Je trouve qu'on les écoute encore trop. On leur donne encore trop de place. On ne les sanctionne pas assez. Et je trouve vraiment qu'il y a un énorme problème. Et je trouve qu'on n'a pas assez de fermeté envers eux. Je trouve vraiment, je trouve qu'il faut vraiment taper du poing sur la table une fois pour toutes et essayer d'arrêter de les laisser dire des horreurs. On a Pascal qui est avec nous d'Auvergne. Bonjour Pascal. Oui, allô. Bonjour Pascal, merci d'être avec nous sur Europe 1. Bonjour Cyril, encore tout à fait d'accord à 3000% avec vous. C'est vrai que nous payons le laxisme de ces 20 dernières années et je trouve de plus en plus insupportable l'attitude des représentants qui sont à l'Assemblée, notamment des Insoumis, au sujet de la population dont la confession est juive. Mais quand allons-nous réagir? Je trouve cela grave, très grave. Ils sont en train de communautariser la société française et en montrant du doigt ceux qui ont la confession juive. Mais pourquoi la magistrate, le procureur de Paris, ne se saisit pas de tels propos? Je ne suis pas de confession juive, je suis catholique. Mais moi, je trouve ça insupportable. Ce sont des élus nationaux. Et à quel titre qu'ils peuvent se prononcer comme ça? Si c'était le Rassemblement national, on les aurait déjà moi, Pascal, je vais vous dire ce qui m'énerve au-delà de tout. On va pas se mentir, la France Insoumise, c'est sur tous les sujets qu'ils ont des postures insoutenables et insupportables. Ils foutent ils foutent le bordel partout, si je peux m'exprimer ainsi. Tout à fait. Ils foutent le bordel partout. C'est le nom de la stratégie. C'est insupportable. Mais je vais vous dire, moi, à qui j'en veux, Pascal. Parce que quand on voit tout ça, ces gens-là ont été élus. Voilà. Eh oui, ces gens-là ont été élus. Voilà. Et tous ceux, et j'en veux à Monsieur Attal, exactement, Monsieur Attal. Quand le soir du premier tour, Gabriel Attal fait le discours qu'il a fait, pour moi, il a une responsabilité aujourd'hui. Son pacte est gravissime. Et son pacte ensuite derrière, et le pacte ensuite des socialistes
avec la LFI est extrêmement grave. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Et on s'en rend compte encore aujourd'hui. Et pour moi, il ne faut jamais leur pardonner. Je suis désolé. Ça a été. Pour moi, ces gens-là se sont mis hors jeu. Voilà, hors jeu, c'est terminé pour eux. Tout à fait. Parce que tout à fait. Comment voulez-vous, veuillez m'excuser de vous interrompre, comment voulez-vous éduquer nos jeunes lorsqu'ils voient de tels incidents à l'Assemblée nationale, et vous allez demander à nos jeunes lycéens, étudiants, d'être respectueux envers les enseignants ou autres? Et je vais vous dire quelque chose, Pascal. On pense qu'on veut du président Emmanuel Macron ou pas. Emmanuel Macron n'était pas. Gabriel Attal lui a fait un petit peu à l'envers. Il faut dire la vérité. Il doit faire à l'envers. Gabriel Attal a pris la parole en premier le soir du premier tour. Sa fierté personnelle, il est machiavélique, ce personnage. Mais je vais vous dire. Allez-y, Pascal, allez-y. Non, allez-y. Non, Pascal, je vais vous dire, ces gens-là nous ont fichus aujourd'hui dans une situation extrêmement délicate. Tout cela par simple, je vais vous dire, parce qu'ils voulaient quoi ? Ils voulaient garder, et c'est encore par simple ambition personnelle. C'est des calculs, et ce ne sont que des calculs. Et je vais vous dire, ça me rend fou, parce qu'aujourd'hui, quand je vois tous ces gens qui on donne la parole, tous ces insoumis à qui on donne la parole, à qui on donne du crédit. Pourquoi ils ont tous crédit ? Parce qu'ils se disent, mais ils ont le temps de parole parce qu'ils ont été élus et qu'ils ont un temps de parole comme chaque groupe parlementaire à l'Assemblée. Mais s'il n'y avait pas eu ces alliances et s'il n'y avait pas eu cet appel de Gabriel Attal entre les deux tours, on en aurait eu beaucoup moins. Beaucoup moins. On les aurait beaucoup moins entendus, je suis désolé. Tout à fait. Donc pour moi, les responsables à la limite, je vous dis, les LFI jouent leur partition. Ils jouent leur partition. On les connaissait avant. Exactement. Donc ceux qui ont fait qu'LFI ont autant de place aujourd'hui, les responsables, ce sont eux pour moi. Et ce sont c'est Gabriel Attal. Gabriel Attal porte l'énorme responsabilité. Il n'est pas le seul. Le PS. Socialiste. Non, arrêtez Valérie Bénigne, parce qu'on sait que vous défendez toujours Gabriel Attal. Mais à un moment, il faut dire les choses. Moi, j'en ai marre aussi. Valérie Bénigne, vous défendez tout le temps Gabriel Attal. Moi, je n'ai rien contre Gabriel Attal, mais je vais vous dire, là-dessus, pour moi, c'est indéfendable. Et pour moi, c'est éliminatoire. C'est éliminatoire. Je suis tout à fait d'accord avec vous là-dessus. Je dis simplement que les responsabilités sont collectives. Et que Glucksmann, par exemple, qui vient après dénoncer l'antisémitisme, alors que lui-même le subit et jette son parti dans les mains de Mélenchon. Celui qui a donné le coup de départ, le point de départ, c'est Gabriel Attal. Pascal a raison, je suis désolé. C'est lui le Premier ministre. Le soir du premier tour, il a fait un appel avec les insoumis. Les socialistes auraient pu se retirer quand même. Ça, je suis d'accord. Vous voulez que je vous dise, Pascal, les socialistes auraient pu. Je ne suis pas sûr que ça se serait passé comme ça, sinon. A fait un pacte. Il a pris tout le monde de court ce soir-là. Pascal, vous avez tellement raison, je vais vous dire. Ça ne se serait pas passé comme ça. Je ne suis pas sûr. Parce qu'en fait, ils ont eu le coup d'envoi. Les socialistes derrière, ils ont eu le coup d'envoi. Ils ont dit, si Gabriel Attal dit ça, les mecs, on s'engouffre dans la brèche. Ça veut dire qu'on a été alliés depuis plus longtemps que c'était avant Gabriel Attal, l'alliance du Nouveau Front Populaire. Oui, c'est sûr. Avec François Hollande, avec Glucksmann. C'était avant Attal. Exactement. Ils étaient dans l'alliance, ils avaient présenté un candidat par circonscription avec la France Insoumise. Là, Marie Messmer, elle n'a pas eu de socialiste face à elle. Bien sûr. Elle avait l'étiquette même socialiste sur son bulletin de vote, Marie Messmer. Et Adrien Clouet, pareil. Et Raphaël Arnaud, pareil. C'est inadmissible ce qu'ils ont fait. Inadmissible. Faire élire des Raphaël Arnaud. Voilà. Faire élire. Les Verts aussi. Mais élargissez. Il y a un député LR sur 2 qui a bénéficié du Front républicain. Non, mais c'est pas tout à fait pareil. Non, c'est pas tout à fait pareil. C'est pas pareil. Il n'y a pas eu d'alliance des Républicains avec la France Insoumise. C'est pas pareil. Mais ils ont bénéficié. Par contre, les communistes ont fait élire Marie Messmer. Bien sûr. Ah oui, voilà. Fabien Roussel, il fait des tweets contre Marie Messmer, mais il l'a fait élire aussi. Exactement. Oui, alors il ne faut pas avoir une position propre après par tweet. Mais non, c'est fini. Je vais vous dire. Alors, Olivier d'Artigol, je vais vous dire un truc, moi. Ils sont responsables. Donc, je vais vous dire, c'est pas la peine. C'est pas ils mettent le feu et derrière ils disent vous avez vu, il y a le feu. Non, mais c'est quoi ça ? C'est à cause de tous ces gens qui ont fait cette alliance qu'aujourd'hui, il y a autant. La LFI a autant de pouvoir et autant de crédit. Regardez comment les députés ont été élus, circonscription par circonscription. Et vous verrez qui a profité. C'est pas le Front sujet. républicain. Mais ça n'est pas le sujet. En y appelant pas. C'est réel. Vous êtes hors sujet total, encore une fois. Non, il y a deux complicités. Bien sûr. D'abord, il y a ceux qui font l'alliance du Nouveau Front Populaire après 2 ans de NUPES où il y a eu la bordélisation, les insultes,
insultes. Fabien Roussel, il s'en est pris plein la tronche pendant 2 ans et demi et il a quand même fait le nouveau Front Populaire. Raphaël Glucksmann, il a fait une campagne entière contre Jean-Luc Mélenchon et 24 heures plus tard, il accepte le nouveau Front Populaire. Et ensuite, au second tour, il y a effectivement Gabriel Attal qui met en place les désistements, qui a donné plus de sièges au LFI. Et il a mis un couteau dans le dos à Emmanuel Macron. Et je parle même pas de François Hollande, qui s'est fait huer à la soirée du CRIF pour les otages et les victimes du 7 octobre parce qu'il a accepté cette alliance. Excusez-moi, Olivier D'Artigol. Mais Emmanuel Macron avait qu'à intervenir publiquement, plutôt que passer des coups de téléphone en disant à des députés, maintiens-toi. Olivier D'Artigol, juste arrêtez de vouloir. Juste, là, je parle pas d'Emmanuel Macron, je parle. Mais moi, oui. Non, mais là, je vais vous dire, je parle. Arrêtez de vouloir défendre l'indéfendable avec cette alliance du nouveau Front Populaire. C'est indéfendable et c'est aujourd'hui, ça, je vais vous dire, ça les suivra toute leur vie, ceux qui ont fait cette alliance. Et je peux vous dire que ça va les suivre et ça va être un boulet pour eux pendant tout le reste de leur carrière politique. Et aujourd'hui, ils sont très très embêtés et ils font des pas de deux. Ils sont en train de danser. Regardez là, par exemple, il y a des législatives partielles. Le PS se retire et laisse les Insoumis dans l'Isère en disant bah non, on vous laisse. Et dans le même temps, ils font des tweets pour dire on condamne les Insoumis. Alors pourquoi en Isère ils se retirent et laissent le candidat insoumis se mettre à la place. Donc à chaque fois, il y a ce truc totalement la responsabilité de ce genre de tweet, de ce genre de personne qui a encore la parole, de ce genre de personne qui se dit je suis élu et qui croit qu'ils ont une impunité incroyable. Je vais vous dire, c'est les responsables, ce sont ceux qui ont fait alliance avec la France Insoumise et Gabriel Attal qui a appelé le soir du premier tour à se désister et aller vers la France Insoumise et non pas vers les autres. Donc je vous le dis, et Pascal l'a résumé et je peux vous dire que tous nos auditeurs qui nous écoutent sur Europe 1, j'aimerais bien qu'ils réagissent à ça. 01 80 20 39 21. Sachez que tous ceux qui ont fait ça va les suivre tout le long de leur carrière politique. Je vais vous dire, les Français ont de la mémoire et vous verrez qu'ils ont peut-être, ça leur a peut-être servi pour ces élections législatives, mais vous allez voir que ça les desservira lors de prochaines élections. Pascal. Cyril, en tout cas, merci pour vos émissions. Merci, et toute votre Pascal. équipe. Même si je ne suis pas toujours d'accord avec Olivier, Olivier il est vraiment très agréable aussi. Il défend son point de vue. Mais je ne suis pas toujours d'accord avec lui. Moi aussi, je suis comme vous, Pascal. Mais c'est la démocratie. Mais Pascal, je vais vous dire, on arrivait là aujourd'hui, vous ne savez pas comme j'en veux à ces gens qui nous ont mis dans cette situation extrêmement compliquée pour la France et les Français. Mais je vous rejoins, alors là, sur ça, et je ne pardonnerai pas non plus à l'ancien président de la République. Il aurait pu refuser le soutien des Insoumis. Il aurait pu le dire publiquement. Il n'a pas bougé. Monsieur est élu maintenant. Mais c'est vrai il veut donner des leçons, alors qu'il arrête. Mais bon, après, c'est vrai qu'il y a Gabriel Attal qui a pris les devants et c'est vrai que ça a été incroyable, cette passe aussi. Mais Gabriel Attal, il ne faut pas qu'il se présente aux prochaines présidentielles. Je vous le dis. J'espère bien. Merci beaucoup Pascal d'avoir été avec nous sur Europe 1. C'est toujours un bonheur de vous avoir. Merci beaucoup Pascal. Il faut souligner quand même. Merci beaucoup. 01 80 20 39 21. Je veux vraiment des auditeurs qui réagissent à ça parce que vraiment, ça me rend fou de voir des gens qui ont autant de crédit encore et ce crédit, ils l'ont pas eu par eux-mêmes, ils l'ont eu à cause de gens qui les ont aidés, à cause de gens qui se sont alliés avec eux. Et aujourd'hui, ces mêmes gens qui se sont alliés avec eux sont les premiers à dénoncer les tweets ou les positions qu'ils prennent. Pour moi, c'est une hypocrisie totale. C'est vraiment pour moi. Je préfère à la limite. Moi, vous savez, je préfère les gens qui vont au bout des trucs. Voilà, je préfère quelqu'un qui dise bah oui, je me suis allié avec eux, bah aujourd'hui je peux pas les critiquer. Je vous dis, je vais jusqu'au bout. Mais aujourd'hui, moi, faire le un pas en avant, un pas en arrière, c'est insupportable. L'hypocrisie, c'est ce que je déteste le plus, vraiment. Oui, côté Lebray. Non, mais vous avez 100% raison, Cyril. Je suis d'accord avec tout le diagnostic que vous venez de faire. Soulignons quand même que Bruno Retailleau a décidé de ne rien laisser passer et fait les articles 40 à l'appel pour saisir le procureur à chaque fois et pour qu'il y ait des sanctions, parce que il y en a pas à l'Assemblée nationale, parce que la France insoumise et la gauche avec leurs alliés tiennent le bureau de l'Assemblée, parce que Renaissance était parti se coucher au moment des élections. Exactement. Donc par exemple, un Thomas Porte, vous avez vu, ça a fait pchit. Il a dit ferme ta gueule, on t'attend dehors. Sous-entendu, on va te casser la gueule avec les deux députés du Rassemblement National de Laurent Jacobelli qu'on a vu en direct. Vous venez d'entendre le Top Show Europe 1. À partir de maintenant, vous avez 15 minutes pour jouer, tenter de gagner le tout nouvel iPhone 16. Pour jouer, c'est facile. Vous inscrivez dès maintenant au tirage au sort. Vous envoyez le nom de votre radio préférée, c'est Europe 1, bien entendu, par SMS au 7 39 21. 3 fois 75 centimes plus coût du SMS. Bonne chance à tous. Et nous, on se retrouve dans un instant. Et je vais revenir sur ce que vous avez dit. Ce que vous venez de dire, Gauthier Lebray, sur Thomas Porte. C'est vrai, cette affaire, elle a été passée sous silence. On en parle dans un instant sur Europe 1, bien entendu. À tout de suite. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête.
Cyril Hanouna. On marche sur la tête sur Europe 1, on était heureux, on était bien, on est content de vous retrouver en ce 11 novembre, tout le monde est heureux, on va être à la télé aussi tout à l'heure, Valérie Benaïm et Fabien Lecoeuvre. Bien sûr. Mais c'est vrai que là, quand on a relu ce tweet de Marie Messmer, alors Marie Messmer, c'est donc une députée LFI, apparemment ce serait la compagne de Louis Boyard aussi, voilà, ce qui ajoute, c'est le cumul des mandats, comme je dis. Elle a donc tweeté sur le drame qu'il y a eu à Amsterdam. Ces gens-là n'ont pas été lynchés parce qu'ils étaient juifs, mais bien parce qu'ils étaient racistes et qu'ils soutenaient un génocide. Donc on peut être lynché déjà. On peut être lynché quoi qu'il arrive. Vous avez vu, non mais rien ne va. Rien ne va dans son tweet. C'est incroyable. Chaque mot est une catastrophe. Je voulais dire, on était heureux, on est bien, on est content de vous retrouver. Et c'est vrai que quand on parle de ça, on ne peut pas ne pas avoir de ressentiment envers les personnes qui ont fait cette alliance avec la France Insoumise, envers cet appel entre les deux tours des législatives de Gabriel Attal. On ne peut pas ne pas être en colère parce que pour moi, et je le dis, ils ont trop de place. On leur a laissé trop de place. Et pour des projets personnels et pour des ambitions personnelles, on a fait monter ce que je dis, ce que j'appelle pour moi aujourd'hui un des fléaux de la France, si ce n'est le plus grand fléau aujourd'hui qui nous touche aujourd'hui, parce que c'est vrai que la France insoumise, ça devient très très compliqué. Alors il y en a, ceux qui étaient entendables et ceux qui avaient du talent, on les entend plus, que ce soit Alexis Corbière, Raquel Garrido, François Ruffin, tous ceux qu'on aimait bien, ils sont plus là. Et il ne reste que des gens qui ne pensent qu'à une seule chose, c'est la bordélisation de la société. Et ça devient extrêmement dangereux. Parce que j'ai pas envie, on n'a même pas du tout envie d'en rigoler. Parce qu'ils ne me font pas rire, ils nous font plutôt peur. Parce que ces gens-là sont dangereux. Ils sont dans l'actualité chaque semaine à cause de leurs outrances. Et ces gens-là donnent des ailes à un tas d'imbéciles qui se sont poussés des ailes par leurs tweets, par leurs déclarations et par leur présence. Et donc, ça devient extrêmement dangereux. Et pour moi, quoi qu'il arrive, ils ont une énorme responsabilité dans énormément de méfaits qui sont faits en France ou ailleurs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ils prennent trop de place. Ils ont trop de place on leur donne trop de place. Et aujourd'hui, ils sont élus. Donc c'est là le problème. Mais ils sont élus à cause de quoi ? Parce qu'ils auraient été beaucoup moins nombreux s'il n'y avait pas eu ces alliances, s'il n'y avait pas eu cet appel entre les deux tours. Donc aujourd'hui, c'est même pas eux que j'en veux le plus, parce que ils ont joué leur partition. Mais c'est à ceux qui leur ont fait la courte échelle. Mais vous voyez, je regardais face à qui elle a été élue, Marie Messmer. C'était intéressant de voir. Bien sûr. Et donc, c'était une triangulaire dans son cas. Il n'y a pas eu de désistement. Elle a été élue à 45% des suffrages face à la majorité présidentielle qui était un MoDem, 36%, et au RN, 17%. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il y avait du choix dans cette circonscription. Il n'y a pas eu de désistement. Il y a une responsabilité des électeurs. Il n'y a pas eu de désistement pour Sébastien Delogu qui a été élu dès le premier tour, pour Daniel Obono qui a été élu dès le premier tour. Il n'y a pas eu de désistement pour Raphaël Arnaud qui a eu un second tour face à une députée RN sortante. C'est extrêmement grave. Tout ce que vous dites est 100% vrai. Il y a eu l'alliance de départ, il y a eu l'appel au désistement de Gabriel Attal, et puis il y a quand même la responsabilité des électeurs qui font le choix d'envoyer Marie Messmer face à un MoDem à l'Assemblée nationale. Mais je vais vous dire, il y a plein de gens qui me disent qu'il faut dissoudre LFI. Le problème, c'est que c'était entre les deux tours qu'il fallait agir et que, je vous dis, ceux qui leur ont fait la courte échelle, pour moi, sont les principaux responsables du chaos qu'il y a aujourd'hui. Je ne parle pas du tout des électeurs. Vous avez raison, Olivier d'Artigol, merci de le dire. Je ne parle pas des électeurs. Je parle de ceux qui leur ont fait la courte échelle et de ceux qui leur ont donné de la force. Audrey ou Damien, on va prendre Audrey. Audrey qui est avec nous de Meurthe-et-Moselle. Merci Audrey d'être avec nous sur Europe 1. Bonjour Cyril, bonjour toute l'équipe, je suis contente de vous avoir en ligne. Nous aussi, merci Audrey. C'est pas la première fois, c'est la troisième fois et je suis à chaque fois ravie. Vous pouvez venir tant de fois que vous voulez sur Europe 1 à mes côtés, c'est toujours un bonheur. Merci Audrey. C'est vrai que je disais il y a un instant que moi j'en veux. Je vais vous dire, ces tweets-là sont devenus insupportables, mais c'est notre pain quotidien, j'ai envie de dire. C'est notre, malheureusement. Mais le problème qu'on a, moi, c'est tous ces gens. Ça me remet, ça me rappelle cette alliance qu'il y a eu entre les socialistes et la LFI, et entre les deux tours, cet appel de Gabriel Attal. Et c'est ça qui aujourd'hui nous met dans cette situation. Et pour tout ça, pourquoi ? Pour éviter que l'extrême droite soit élue, en fait, simplement. Et je voulais que je vous dise quelque chose, Audrey, en plus. Parfois, ça me rend fou tant qu'il soit calculateur, oui, mais qu'il soit parfois qui manque de stratégie, je vais vous dire, aujourd'hui, qu'on aime le Rassemblement national ou pas. Et sachez-le, j'ai parlé avec énormément
de responsables du Rassemblement national. Vous savez ce qu'ils me disent aujourd'hui ? Ils me disent une chose. Ils me disent, ils ont été tellement bêtes. Si on avait été au pouvoir, là, je peux vous dire que pour nous, on a encore du travail. On sera beaucoup plus prêts dans 2 ans et demi que maintenant. Et on n'était pas prêts. Et ils nous auraient torpillés, en vrai, en nous laissant aller au pouvoir, parce qu'on n'aurait rien pu faire. Le pays aurait été, quoi qu'il arrive, paralysé. On n'aurait rien pu faire. Et les Français se seraient dit, on est extrêmement déçus. Et même, pour vous dire, même, ce sont des calculateurs, mais même là-dessus, ils ont fait preuve de bêtises. Donc, pour vous dire, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'ils pensent tellement, et au lieu de penser à l'avenir, au lieu de voir loin, ils voient toujours ce qui va se passer demain, après-demain. Ce sont des vainqueurs à la petite semaine, exactement. Valérie. Il y avait un débat au sein du RN, quand même, hein. Il y avait une sensibilité au sein du RN en disant, sur le plan Matignon, il faut qu'on y aille. Oui. Et il y avait d'autres responsables au RN qui disaient, non, on irait dans de mauvaises conditions, on nous donne la patate chaude et ça a mal se passer. Je suis pas sûr que Marine Le Pen ait été très déçue le soir du second tour des législatives. Gauthier va plus loin que moi. Je pense que Jordan Bardella s'était vraiment projeté à Matignon. D'ailleurs, il le dit dans son livre qu'il y croit jusqu'au matin même. Et je pense que Marine Le Pen s'est dit, c'est pas plus mal si on n'a pas le pouvoir tout de suite. Exactement. Mais non, je vous dis, et ils leur ont fait un énorme cadeau, mais au-delà de ça, je vais vous dire, c'est extrêmement grave ce qu'ils ont fait. Cette alliance qu'ont fait les François Hollande, etc. Je peux vous dire que on s'en souviendra en 2027. On s'en souviendra en 2027. Un ancien président de la République qui s'allie à des Raphaël Arnaud, à des Louis Boyard, à des Delogu, à des Mathilde Panot, à des Mesmer. Non mais c'est honteux. À Émeric Caron, Audrey. Non mais à Thomas Porte. Non mais est-ce que vous vous rendez compte ? Audrey, on va en parler dans un instant. Vous restez avec nous sur Europe 1. Mais pour moi, il sera sanctionné. Vous verrez qu'il sera sanctionné dans les urnes. Non, Thomas Porte, non. Mais je vous parle des autres qui se sont alliés à eux. Ils seront sanctionnés, vous verrez, et ils seront sanctionnés. Les Français n'oublient rien, et les Français savent qu'aujourd'hui, si la situation est celle qu'on a aujourd'hui, ils en sont en partie, et même ils en sont responsables. Ça veut dire que vous ne voyez aucun avenir politique à Gabriel Attal ? Gabriel Attal, ça va. Je peux vous dire qu'il va le traîner comme un boulet, ça. Vous verrez. Ça, il va le traîner comme un boulet, et les Français ne lui pardonneront pas. Vous verrez. À tout de suite sur Europe 1. 17h11 sur Europe 1, 17h12 maintenant d'ailleurs. On est en direct 01 80 20 39 21. Vous nous appelez bien entendu. Et il y a Audrey qui est avec nous. On parle de ce tweet inadmissible de Marie Mesmer, qui est une députée LFI, je la connaissais même pas, justifiant les lynchages d'Amsterdam. Ces gens-là n'ont pas été lynchés parce qu'ils étaient juifs, mais bien parce qu'ils étaient racistes et qu'ils soutenaient un génocide. Et c'est vrai que je me suis permis de faire une digression et de dire que ça nous rappelle qu'une seule chose. Ça nous rappelle que cette alliance des socialistes qui ont fait cette alliance avec la LFI, aujourd'hui, je peux vous dire qu'ils portent un lourd fardeau, et que Gabriel Attal aussi, pour moi, ils sont responsables aujourd'hui de la situation et du nombre de députés LFI à l'Assemblée nationale, et du fait que leur parole est de plus en plus importante. Audrey, vous êtes avec nous de Meurthe-et-Moselle, Audrey. Oui, je suis là. Et moi, quand j'ai vu son tweet, alors je vous avouerai franchement que cette petite dame-là, je la connaissais pas. Moi non plus. C'est parce que je l'ai vue la semaine dernière en photo sur Twitter à côté de Louis Boyard, et que j'ai vu que c'était son petit ami. Mais ça reste quand même du coup une figure publique. Et elle écrit des choses pareilles, alors qu'elle devrait rester quand même prudente par rapport à tout ce qui se passe chez nous, en Europe, et ce qui s'est passé justement à Amsterdam. Et elle continue, en fait, et ils n'arrêtent pas. Et elle justifie comme ça des violences antisémites. Mais c'est leur stratégie pour se faire connaître, hein, parce que bien sûr, elle a raison. Thomas Porte ou Émeric Caron ou je ne sais qui d'autre encore, qu'est-ce qu'ils ont porté comme projet et où leur nom serait associé à un projet. La sauvegarde des moustiques pour Émeric Caron. Mais voilà. Donc cette dame, Marie Mesmer, maintenant, son fait d'armes. Thomas Porte, le seul truc pour lequel on connaît, c'est ferme ta gueule et le ballon. Non mais voilà. Et Delogu, c'est quoi son... Le drapeau palestinien. C'est le drapeau palestinien et sa vidéo avec une pizza. Maëva Guénam. Voilà. L'influenceuse. Donc c'est pas associé un projet à chaque fois politique. C'est pas du tout sur le fond, jamais. Jamais. Et c'est comme ça qu'ils se font connaître. Et du coup, moi, j'ai une question quand même, parce que comment ça se fait que depuis au moins un an, tous leurs propos là de LFI, ils ne sont pas sanctionnés. Mais c'est ça. Il y en a quand même. Mais c'est ce que je dis. Quand même beaucoup et tout le temps. Et enfin, moi, par exemple, personne lambda, je dirais des choses comme ça, qui me ferait vite sanctionner. Mais écoutez-moi, Audrey. De petites villes, les gens, ils sont déconnectés par rapport à tout ça, et on entend ça. C'est un truc de fou. Audrey, je vais vous dire, la seule personne qui a été sanctionnée, c'est moi. Et parce que j'étais le premier à mettre en exergue, mine de rien, la technique de bordélisation de la France insoumise.
Non, mais en plus, vous n'avez pas eu de propos racistes ou je ne sais quoi. Ah bah non, non. Je veux dire, c'est juste, voilà, une petite insulte. Mais oui, une passe d'armes avec quelqu'un qui avait théorisé la bordélisation. Qui était là pour nous traiter de racistes sur le plateau, parce que je le rappelle quand même, il nous a traité quand même de racistes sur le plateau. Et je trouve que c'est beaucoup plus grave. C'est beaucoup plus grave de traiter quelqu'un de raciste plutôt que de lui dire t'es un con, ferme-la. Hein. Et puis le faire gueule de Thomas Porte ne lui coûtera pas 3,5 millions. Exactement. Voilà. Il ne lui coûtera même pas une journée de suspension à l'Assemblée. Mais je vais vous dire, aujourd'hui, comme je dis à chaque fois, moi j'ai des problèmes avec personne. Hein. Moi, tous les gens qui viennent dans mon émission sont extrêmement contents de venir, qu'ils soient de droite, de gauche, du milieu. Le seul avec qui j'ai eu des problèmes, c'est Louis Boyard, mais tout le monde a des problèmes avec la LFI. Et vous en parlez il y a un instant, Gauthier Lebret, de ça. Oui, parce que je vous racontais cette anecdote. Donc ce week-end, j'étais avec ma mère, que j'embrasse, qui est assez loin du monde des médias, et qui me disait c'est quand même extraordinaire de payer 3,5 millions pour une passe d'armes avec Louis Boyard, alors qu'on voit aujourd'hui que les députés La France Insoumise font polémique tous les jours, que c'était un coup monté, qu'il a été payé par vous, donc par Vincent Bolloré, et que ça ne l'a pas dérangé pendant des années de prendre cet argent-là, et que tout cela était, oui, un coup monté pour faire son petit buzz médiatique, se faire connaître, que ça fasse de la mousse et qu'il y ait des reprises derrière. Donc c'est une stratégie et on le voit tous les jours. Et c'est vrai que cette séquence était juste après les élections législatives, au début de la stratégie de bordélisation. Maintenant, on est carrément passé sur la stratégie d'intimidation, avec des exemples multiples. On citait à l'instant Thomas Porte qui dit à un autre député « on va t'attendre dehors et en gros, on va te casser la gueule ». Rima Hassan au Parlement européen avec François-Xavier Bellamy, Sébastien Delogu qui fait un tête contre tête avec un député RN. Donc c'était le tout début et vous avez été la première victime, une victime qui ne s'est pas laissée faire. Ah oui, c'est ça. C'est incroyable parce qu'aujourd'hui, on voit bien que le problème, il est chez eux, il n'est pas chez nous. Hein. Le problème. Vous voyez, il y a même Arthur qui est courageux, Arthur. Je ne sais quoi contre Émeric Caron. Exactement. Voilà, exactement. Donc, qui demande la levée de l'immunité parlementaire. Mais c'est il faut savoir qu'Arthur, il est sous protection policière 24 heures sur 24 et Émeric Caron lui met à nouveau une cible dans le dos en lui disant génocidaire, voilà, qu'il est complice d'un génocide. Et donc Arthur, il a décidé de ne pas laisser passer. Il a porté plainte pour diffamation contre Émeric Caron en lui disant que ses tweets depuis Amsterdam puaient l'antisémitisme, parce que comme ceux de Marie Messmer, comme celui de Marie Messmer, il y a un refus de reconnaître ce qui s'est passé, un refus de dire que c'est une chasse aux juifs, que les agressions, elles ont eu lieu parce que les supporters étaient juifs, et donc de rendre quelque part coupables les victimes de leur propre lynchage. Oui, Audrey. Audrey, merci d'avoir été avec nous, Audrey, sur Europe 1. Juste une petite chose, je voulais juste vous dire que j'avais signé la pétition. Mon mari l'a signée. Donc je vous soutiens. Vous êtes un amour, Audrey. Je vous fais d'énormes bisous. Je passe mes soirées devant la télé avec vous et avec votre équipe. Et je viens toujours en février, la fin de février. Merci. Parce que c'était pour mon week-end, vous savez, c'est Audrey de Meurthe-et-Moselle. Je sais, Audrey. Magnifique. On se verra. Voilà. On se verra. Et je vous adore. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous adore. Merci Audrey, merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Vous embrassez votre mari, merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Au revoir. On a Gabriel Fary qui est avec nous en ligne. Alors Valérie Ménhem, c'est un ami à vous, je crois. Oui, c'est un rabbin. Exactement. Qu'on embrasse. Connu, voilà, et qui souhaitait s'exprimer. Avec grand plaisir, puisqu'il nous a appelé sur Europe 1. Il n'arrivait pas à nous joindre. 01 80 20 39 21. Bonjour, merci d'être avec nous. Gabriel Fary, merci d'être là sur Europe 1. Bonjour Cyril, bonjour à vos chroniqueurs. Merci beaucoup de me prendre à l'antenne. Avec plaisir. Moi, je partage ma colère avec vous. Je la partage. Enfin, ça va au-delà de la colère. Maintenant, c'est une grande question sur ce que nous deviendrons ici en Europe. Est-ce que nous avons encore notre place ? Est-ce qu'on veut nous pousser au-delà de l'Europe, qu'on aille ailleurs ? Et je pense que LFI, effectivement, non seulement a une responsabilité qui est colossale, mais je crois qu'on devrait très sérieusement s'interroger sur la dissolution même de ce parti. Je parle du parti, je ne parle pas des individus entre eux, mais regardez, ceux qui font le plus de bruit sont les parlementaires. Théoriquement, c'est à l'Assemblée nationale qu'on devrait les entendre, c'est par tweet qu'on les entend. Chaque jour, il y a quelque chose de nouveau. Exactement. Et chaque jour, on est encore plus indigné que le jour d'avant. On se demande jusqu'où ils iront. Il n'y a pas de limite. Alors vous pensez bien que si un député tient des propos qui sont très limites, parce que effectivement, là pour l'instant, ils n'ont pas été suivis en justice pour ce qu'ils ont pu dire jusque-là. Ça commence à venir maintenant. Mais si un député a des propos aussi odieux, vous pensez bien que le citoyen lambda dont nous sommes, les uns et les autres, pourquoi certains ne se taisent pas ? Enfin,
Ils ont toute légitimité pour parler. Gabriel Fary, moi je vais vous dire ce qui me dérange vraiment grandement, et qui pour moi est quelque chose que je ne peux pas entendre, c'est qu'on laisse la LFI et qu'on considère la LFI dans l'arc républicain. Et c'est ce qui a été fait lors des dernières élections législatives. Ils nous ont dit il faut faire un arc républicain et un front républicain contre le Rassemblement national. Je suis désolé, pour moi la LFI n'est pas dans l'arc républicain. Ils ne le sont plus. Mais ils ont su manipuler, Cyril, ils ont su manipuler tout le monde en créant le NFP. Oui, c'est ça. Ça a noyé le poisson. C'est-à-dire qu'il n'était plus LFI simplement, mais un ensemble. Voilà, et c'est pour ça que qui va dire que les socialistes n'ont plus leur place dans l'arc républicain? Non. Dès lors qu'on parle de NFP, c'est un ensemble. Mais c'est pour ça, Gabriel Fary, leur place. C'est pour ça, Gabriel Fary, que j'en veux énormément à tous ceux qui ont fait cette alliance, qui pour moi veut dire une seule chose. Qui veut dire, écoutez, oui, d'accord, ils ont des propos antisémites, mais vous savez, voilà, c'est à la marge, hein, ça passe. Oui. On peut quand même s'associer avec eux. Ce n'est pas une ligne rouge. C'est pas si grave. C'est pas vraiment antisémite. Voilà, exactement. C'est antisioniste. Alors, antisioniste, bon, c'est un beau dos. Et vous voyez, on a très bien vu par rapport au match à Amsterdam que finalement, c'était pas une chasse aux Israéliens, ils sont contre-fiches des Israéliens, c'était une chasse aux Juifs, clairement. Exactement. Mais on l'entend dans tous les pays européens maintenant. Je vous assure que dans toutes les grandes capitales européennes, il y a cette chasse aux Juifs. Et moi, je suis très inquiet, entre nous soit dit, pour le match de jeudi soir. J'avais prévu d'y aller. Et je vais vous dire, c'est pas très politiquement correct ce que je vais dire maintenant, mais dès que j'ai entendu que Macron souhaitait s'y rendre, je me suis dit, je vais pas y aller. Je vais pas y aller parce que si ça se passe bien, ce que je souhaite, vraiment ce que je souhaite de tout mon cœur, il va dire, vous voyez, c'est parce que je suis venu, parce que j'ai annoncé ma présence, donc ça a apaisé un petit peu les uns et les autres, et voilà. Et puis surtout, il essaye surtout de se racheter de cette marche contre l'antisémitisme. Bien sûr. Et je pourrais dire, et pour la République, hein, c'était le titre total, hein, contre l'antisémitisme et pour la République. Un président de la République qui ne vient pas pour une marche pour la République, et il pense se racheter de cela en venant jeudi soir au Stade de France. Je vais vous dire juste quelque chose. Je préfère qu'ils viennent plutôt qu'ils ne viennent pas, en tout cas. Je trouve que je préfère qu'ils viennent. Voilà. Je préfère qu'ils viennent. À la limite, je me dis, voilà, au moins, je préfère, vous savez, voilà, il vaut mieux qu'ils montrent des. C'est un geste qui vient. C'est un geste. Il faut qu'ils montrent des gestes. Et au moment où il y a une grande tension. Et je vais vous dire, Gabriel Fary, je me suis posé une question moi aussi. Je me suis dit, est-ce qu'il ne faudrait pas, d'ailleurs, qu'on y aille, même nous, toutes les équipes. Bon, moi, je suis en émission, mais peut-être après, avec même mes équipes de la télé, de la radio, etc., pour montrer justement qu'il faut y aller et que il faut pas laisser la peur prendre le pas sur le sport, sur le loisir, parce que c'est avant tout un sport, c'est avant tout un loisir, et c'est ça qui est très grave. Vous vous rendez compte où on en est, Gabriel Fary? C'est devenu un événement politique. Mais oui, c'est ça. J'aimerais que ce soit un loisir. On ne parle pas du match, Gabriel Fary, c'est fou. Aujourd'hui, c'est devenu un événement politique. La seule question que les gens se posent, est-ce que vous vous rendez compte, cette question, c'est est-ce que ça va bien se passer ou pas? Est-ce que ça va bien se passer? Vous vous rendez compte où on en est? Vous vous rendez compte quand même qu'il y a des parents, des papas avec des petits garçons ou des petites filles qui vont ne pas y aller parce qu'ils ont peur, parce que juifs, et qu'ils disent je ne vais pas prendre le risque d'aller assister à un match de football parce que je ne veux pas prendre de risque aujourd'hui en 2024 en France. C'est quand même absolument Vous savez, quand j'avais 8 ans, c'était il y a très très longtemps, c'était le dernier match qu'il y avait eu France-Israël, c'était au Parc des Princes. On y était allé en famille, les parents, les enfants, les grands-parents, tout le monde. C'était une fête, c'était joyeux, c'était beau. Je pense pas qu'on y aille dans le même état d'esprit là maintenant. Mais je vais vous dire, moi j'en veux énormément, Gabriel Fary, je l'ai dit il y a un instant. La LFI, pour moi, ils sont disqualifiés depuis longtemps. Vous savez, pour moi, voilà, je suis obligé d'en parler. Je suis obligé d'en parler, mais le problème, c'est qu'ils jouent leur partition et c'est extrêmement grave, mais c'est leur stratégie, à la limite. Mais tous ceux qui se sont alliés avec la France Insoumise, ou tous ceux qui ont fait la courte échelle à la France Insoumise, pour moi, je pense que vraiment, ils ont une responsabilité qui est énorme et qui fait que on s'en souviendra. Je vous le dis, on s'en souviendra. Mais ne serait-ce que le président François Hollande, pour qui j'avais voté jadis, et qui doit théoriquement donner une grande crédibilité à la France Insoumise et au Nouveau Front Populaire par sa présence et le fait qu'il soit un élu. Il n'est pas un élu socialiste, hein, il est un élu Nouveau Front Populaire. Il fait partie de cet ensemble. Gabriel Fary, je vais vous dire quelque chose. Pour moi, c'est lui qui leur a donné peut-être le plus de force. Parce que quand on a vu que François Hollande rejoignait, mine de rien, c'est quand même, même si on a tendance à l'oublier, un ancien président de la République. Je me souviens très bien qu'on l'a appris. A rejoint le Nouveau Front Populaire, il leur a donné une force incroyable à la LFI, et je peux vous dire que pour moi, il est fortement responsable. Merci Gabriel Fary d'avoir été avec nous sur Europe 1. C'est nous qui vous remercions.
et vous nous appelez quand vous voulez. Merci beaucoup. Plaisir, merci. On va se retrouver dans un instant sur Europe 1. Il y a pas mal de gens qui veulent réagir à cette affaire de tweet qui est pour moi, vraiment, c'est encore un appel à la haine incroyable. Et ces gens ont une responsabilité, mais on a l'impression qu'ils ne s'en rendent pas compte. Vous restez avec nous sur Europe 1, 01 80 20 39 21. À tout de suite. 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Merci d'être avec nous sur Europe 1 et on est bien avec vous, même si on est un petit peu énervé parce qu'on se remémore des choses qui nous énervent, Gauthier Lebray. Non mais le diagnostic est le bon. Comment la France Insoumise a-t-elle eu un contingent aussi important de députés au sein du nouveau Front Populaire? Parce que la France Insoumise, ça n'a pas varié tellement. C'est le NFP qui est revenu beaucoup plus nombreux. Mais la France Insoumise est en position hégémonique parce qu'elle règne sur le nouveau Front Populaire. Et aujourd'hui, elle est devenue la gauche majoritaire au bureau de l'Assemblée. Donc il n'y aura pas de sanctions pour Thomas Porte qui peut dire tranquillement ferme ta gueule, on t'attend dehors aux députés du Rassemblement National. Déjà, il y a eu le nouveau Front Populaire, les socialistes, les écologistes, les communistes qui ont accepté de re-signer avec LFI alors que les mêmes les critiquaient quelques jours avant et pendant 2 ans à l'Assemblée nationale avec cette stratégie de bordélisation. Donc Fabien Roussel a accepté, donc François Hollande a accepté, Olivier Faure, j'en parle même pas, il est carrément plus que complice de cette stratégie d'alliance. Raphaël Glucksmann a fait une campagne contre la France Insoumise et contre Jean-Luc Mélenchon pour regagner la première place à gauche au moment des européennes. Ça a tenu 24 heures. Il s'est couché. Il avait mis des lignes rouges à un 20h de France 2. Personne n'a écouté ces lignes rouges. Elles n'ont pas été incluses dans le pacte. Et dommage pour lui, parce qu'il aurait fait un gros coup là. Voilà. Bien sûr. Et puis, Gabriel Attal, le soir du second tour, la légende dit même sans prévenir Emmanuel Macron, en lui imposant désistement quand on arrive 3e pour faire barrage au Rassemblement national et donc faire gagner dans certaines circonscriptions la France insoumise. Et tout cela donne ce qu'on vit aujourd'hui, avec évidemment aussi les électeurs qui ont fait le choix de ces députés LFI, dont les plus radicaux ont été élus parfois au premier tour. 01 80 20 39 21. Et là, la gauche, elle va avoir un travail pour tous ceux qui se sont alliés avec la France Insoumise. Pour moi, ils sont disqualifiés, éliminés. Il y en a un qui a été toujours, enfin parmi d'autres, qui a été, mais celui que pour moi est le plus talentueux à gauche, c'est Karim Bouamran, le maire de Saint-Ouen. Et lui, il a toujours été, il a jamais laissé une feuille de papier entre lui et la France Insoumise. Et Jérôme Guedj aussi. Exactement. Et Jérôme Guedj est excellent. Retourné. Il s'est pris un dissident face à lui. Mais oui, mais vous il verrez. est retourné sans l'étiquette LFI, il a dit j'en veux pas et il a été réélu. Et bravo à Jérôme Guedj. Il a eu la circonscription et l'honneur. Voilà, mais vous verrez que les Français, vous verrez que ça a peut-être été on les entend moins en ce moment, mais vous verrez qu'on les entendra plus après. Et je pense que ce sont les autres qu'on entendra beaucoup moins. Il y a Stéphane qui veut réagir avec nous. Merci d'être avec nous sur Europe 1. On parle de ce tweet de Marie Mesmer. Ces gens-là n'ont pas été lynchés parce qu'ils étaient juifs, mais bien parce qu'ils étaient racistes et qu'ils soutenaient un génocide. Ça concerne bien entendu le drame d'Amsterdam. Et c'est vrai que là aujourd'hui, on est bien sûr tous extrêmement choqués par ce tweet, mais aussi on voit quelle est la cause de ce genre de tweet et d'où vient cette parole de Marie Mesmer. Pourquoi elle a autant de crédit? C'est parce qu'elle est simplement députée et qu'elle a bénéficié de cette alliance, qu'elle a bénéficié aussi de l'appel de Gabriel Attal entre les deux tours. Et tout ça, c'est inadmissible. Elle avait un modem quand même face à elle. Oui, elle avait un modem face à elle. Stéphane, bonjour, merci d'être avec nous sur Europe 1. Stéphane de Vendée. Bonjour. Oui. Alors, en fait, c'est pas très surprenant. Le nouvel antisémitisme, il a 3 fondements. Il y a un terreau arabo-musulman qui est travaillé par une propagande islamiste. Bon, ça fait un terreau. Mais ce terreau, c'est aussi un terreau électoral pour la gauche, et pour l'extrême gauche de LFI, qui l'utilise sans vergogne, qui renoue d'ailleurs avec une vieille tradition. L'antisémitisme au XIXe siècle, il est d'abord de gauche. Il faut voir ce qu'écrit Proudhon ou ce qu'écrit Marx sur les Juifs à l'époque, alors qu'ils sont très bien reçus à la cour de Louis-Philippe ou de Napoléon III. C'est l'extrême gauche de l'époque qui est très antisémite. Et alors là, donc aujourd'hui, notre extrême gauche renoue finalement avec cette tradition, et voilà une opportunité de faire des voix. Et puis, il s'appuie aussi sur le wokisme. Et que le wokisme, il travaille sur la décolonisation, ou la théorie décoloniale, alors que tous les jeunes wokistes n'ont jamais connu les colonies. Enfin bon, voilà. Et tout ça, ça fait le terreau du nouvel antisémitisme qui est exploité sans vergogne par la gauche. Mais le scandale absolu, c'est que la gauche, ce qu'on dit républicaine, a eu aucun problème à s'allier avec ces gens-là, à les faire élire. Exactement. Et finalement, ils sont complices. Ah mais moi, ils sont responsables. Ils sont un peu les idiots utiles. Vous
bon, comme disait Lénine, mais ils sont en même temps les complices. Et pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'en fait, cette histoire d'arc républicain, bon, j'ai parlé de façon un peu claire, hein, c'est une vaste plaisanterie. La vérité, c'est que le système avait peur de perdre le pouvoir et les places. Exactement. Et donc cette alliance, il était purement, extrêmement intéressé pour conserver leur place. Stéphane, je tiens à dire que vous connaissez ce que vous dites. Hein, vous êtes ancien député européen, donc vraiment, vous parlez de ce que vous connaissez, Stéphane. Mais Stéphane, je vous le dis, c'est ce que je disais moi. Je disais en fait, on comprend un truc et je comprends quelque chose moi depuis que je fais des émissions un peu plus axées sur l'actualité. Ils ont tous peur qu'il y ait un éclatement, j'ai envie de dire, de tous leurs petits postes, de tous leurs petits privilèges, hein, voilà, et que, il y a quand même le fait qu'ils se sont dit, si le Rassemblement National passe, je vous le dis, c'est terminé, on ne pourra plus faire nos petits arrangements entre nous aussi. J'ai l'impression que c'est ce que je ressens, Stéphane, et j'ai l'impression que c'est ce que vous me dites également. Ah ben évidemment, c'est la grande trouille, si je puis dire, c'est la grande trouille du système. Ils ont eu très peur. Ils ont dit, on risque de perdre finalement le pouvoir qu'on tient depuis, disons 40 ans, une espèce de pouvoir à la fois technocratique, avec une droite qui est idéologiquement soumise, hein, la droite dite républicaine est idéologiquement soumise, en dehors de certains hommes courageux dans cette droite qui existent aussi. Hein. Et donc, il y a eu cette espèce de vent de panique, c'était tout sauf, non pas le Rassemblement National, tout sauf perdre le pouvoir, le système, nos arrangements, nos avantages, etc. C'est exactement ça, avec un mépris souverain, finalement, de l'électeur. Exactement. Je suis complètement. Moi, je suis. Alors, attendez, Stéphane, parce que on va donner la parole dans un instant à Olivier d'Artigol qui n'a pas l'air d'accord avec vous. J'aimerais bien savoir de quoi il n'est pas d'accord, mais il va nous le dire dans un instant. J'aimerais bien que vous le remettiez dans le droit chemin. À tout de suite. Merci d'être là. Il est 17h41 sur Europe 1. Merci d'être avec nous. Dans On marche sur la tête, il y a Stéphane qui était avec nous il y a un instant. Stéphane de Vendée, qui est un ancien député européen. Merci beaucoup, Stéphane, d'être avec nous sur Europe 1. Et vous avez dit quelque chose que je pense. Hein, je pense qu'il y avait vraiment une peur de perdre tous les petits privilèges au soir du premier tour. Et Olivier d'Artigol n'est pas tout à fait d'accord avec vous. C'était pas sur cette dimension. Il y a des choses qui ont été prononcées avec lesquelles je suis d'accord. Mais moi, j'ai jamais fait partie de cette gauche qui a attaqué les électrices et les électeurs du Rassemblement National. Voilà. J'ai jamais aimé ce discours moralisateur. Par contre, j'ai souvenir sur le second tour des élections législatives que dans la plupart des configurations, il y avait 2 bulletins, dont un des bulletins était celui du Rassemblement National. Si je prends un exemple que je connais bien, les Pyrénées-Atlantiques, sur les 6 circonscriptions basco-béarnaises, c'était totalement inédit d'ailleurs, au second tour dans les 6 circos, il y avait un candidat du Rassemblement National. Donc ce sont, in fine, quel que soit ce que vous pouvez penser des alliances, les électeurs avaient la possibilité de donner au Rassemblement National ou une majorité relative forte ou même une majorité absolue. Beaucoup de personnes nous annonçaient d'ailleurs, même entre les 2 tours, que le RN allait aller chercher cette majorité absolue. C'est donc les électeurs qui ont décidé de la nouvelle configuration de l'Assemblée nationale. Ils avaient le choix. Oui. Je suis tout à fait d'accord avec vous, monsieur. Totalement d'accord avec vous. Les électeurs n'étaient pas obligés de suivre les consignes électorales et de suivre cette alliance un peu baroque, même complètement baroque, entre les libéraux mondialistes et l'extrême gauche. Bon, c'est tout à fait exact. C'est tout à fait exact. Probablement parce qu'ils ont considéré que le Rassemblement National n'était pas tout à fait prêt pour arriver au pouvoir. Également, malgré tout, il faut être tout à fait conscient que la diabolisation, ça marche encore un peu. Et puis dans l'électorat bourgeois, qui vote LR, etc., ce que j'appelle l'électorat bourgeois, ou la droite qui est assez conformiste, ça fait pas très chic de voter pour le Rassemblement National. Donc, il y a ça qui reste un peu. Et donc, on peut aussi, monsieur, c'est mon cas, ne pas vouloir que le Rassemblement National accède au pouvoir pour différentes raisons. Moi, ce qui s'est passé sur les binationaux,
a été un rappel pour moi. Ça a fait mal, ça. Mais vous voyez, on peut tout en mettant, je vais peut-être vous étonner, pour moi le Rassemblement national fait partie de l'arc républicain, sans aucune difficulté. Ils sont à l'Assemblée, ils développent un projet sur bien des aspects. Je ne suis en désaccord avec ce projet, même si je vois qu'il y a différentes lignes. Le livre de Jordan Bardella montre qu'il est vraiment sur une orientation libérale, en essayant de faire le mix entre ce qu'est le zémourisme et le sarkozysme, ce qui n'est pas l'option aujourd'hui de Marine Le Pen. Je vois les débats stratégiques, mais vous comprenez, il y a aussi des électeurs qui n'ont pas voulu donner le pouvoir au Rassemblement national. Oui, Gauthier Lebret. Je suis bien d'accord avec vous. Alors, moi, je vais tout vous dire. J'ai été candidat dans la 5e circonscription de Vendée aux dernières législatives. D'accord. J'étais candidat, j'avais l'investiture du Rassemblement national, bien que n'étant pas adhérent du Rassemblement national, et j'étais soutenu par Ciotti, le CNIP, Debout la France, etc., etc. Et donc, ça m'a beaucoup intéressé, je veux dire, parce que j'ai rencontré les gens du Front National, justement, les militants et les électeurs. Je n'ai rencontré que des braves gens, que des gens très très bien, qui ont des soucis, mais parfaitement légitimes. Le premier d'entre eux, c'est d'avoir un peu de considération de la part des élus et de l'administration. Le deuxième souci, c'est d'avoir un peu de sécurité matérielle et d'arrêter d'être sans cesse racketté, si je puis dire, par les taxes et les impôts. Le troisième, c'est la sécurité au sens des biens et des personnes. Et puis le quatrième souci, c'est la sécurité médicale, puisqu'il y a en province, vous êtes à Paris, vous ne vous rendez pas compte, mais en province, il n'y a plus de médecin pour avoir des rendez-vous de spécialistes, il faut attendre un an. Bon, j'arrête là. Mais je veux dire que c'était des gens qui avaient des soucis absolument... Enfin, je n'ai pas rencontré un seul néo-fasciste. Moi, les totalitaires, je les vois à l'extrême gauche, c'est les filles. Et je suis scandalisé parce qu'une partie de vos amis, M. D'Artigol, se sont alliés avec eux. Oui, c'est vrai. Et je pense que voilà, c'est ce que je disais depuis tout à l'heure, Stéphane. Cette alliance, elle est vraiment... Les Français s'en souviendront. Gauthier Lebret. Vous savez, je suis chroniqueur à Boulevard Voltaire. Oui, d'accord. L'année dernière... Alors, je voudrais dire Boulevard Voltaire, et qui ont écrit 2-3 articles sur moi à chaque fois. Merci, je les remercie. Franchement, je les remercie parce que à chaque fois, je les remercie. En tout cas, vous les remercierez. Vraiment, J'en ai écrit un hier à propos d'Apathie. C'est vous qui l'avez écrit. Très bien, Stéphane. D'accord. Très bien. Au moins. Parce que vous avez vu, il y a pas beaucoup de journalistes qui ont écrit un truc sur Jean-Michel Apathy, à part Le Monde, qui a dit qu'en fait, on essayait de faire une cabale contre Jean-Michel Apathy et comment d'une rumeur, d'un tweet, on essayait de faire passer Jean-Michel Apathy pour un antisémite. Donc c'était l'article du Monde. Mais merci en tout cas, Stéphane. Voilà, et alors je me suis amusé à publier l'année dernière, c'était publié aux presses de la délivrance, le recueil de 2 ans de chronique, si je puis dire, que j'ai appelé Bienvenue en Absurdistan. Et en relisant ce que j'avais écrit, mais j'ai très bien compris pourquoi il y a eu une vague, ça n'a pas été un raz-de-marée, mais il y a eu une vague pour le Rassemblement national aux dernières élections législatives. C'est-à-dire qu'à force de ne pas entendre les revendications parfaitement légitimes et naturelles des Français, les Français veulent renverser le système. Alors là, ça s'est pas fait parce qu'il y a encore un doute sur certaines compétences, sur certaines prises de position. Mais si la classe politique qui est là depuis 40 ans, dont on nous dit sont des professionnels, regardez, ils ont fait des études, tatati, tatata, l'ENA, Sciences Po, j'ai rien contre, parce que moi je fais ce genre d'études. Mais on voit quand même le résultat. Dans quel état est la France aujourd'hui ? Et Sciences Po divisé, endetté, qui a perdu sa réputation sur le plan international, c'est quand même calamiteux. Et donc que les gens veuillent changer le système me paraît totalement naturel. Et donc moi je suis triste aussi d'une chose, c'est que voir que ce nouvel antisémitisme, c'est horrible ce que je veux dire, mais on s'y habitue. Exactement. C'est-à-dire qu'on trouve... Bravo Stéphane. On trouve qu'il y ait des mais il y a toujours des dans toutes les synagogues
c'est quelque chose d'absolument invraisemblable. Stéphane, et vous savez que vous venez de dire quelque chose de très important, de très intéressant, et il y a surtout maintenant une justification. Oui. C'est-à-dire il y a une justification des actes antisémites, de l'antisémitisme. Il y a une justification, il y a une normalisation qui est extrêmement inquiétante, Stéphane, et je suis complètement d'accord avec vous. Stéphane, tiens, on a une petite info politique qui va intéresser nos auditeurs d'Europe 1, c'est Gauthier Lebret, les indiscrétions de Gauthier. Il y a une petite indiscrétion, ils m'ont parlé il y a un instant à la pause. Vous savez que le mandat de président du Conseil constitutionnel de Laurent Fabius s'arrête en mars. Donc, qui pour lui succéder? C'est la décision directe du président de la République, Emmanuel Macron, après 9 ans de mandat pour donc Laurent Fabius. Et vous avez remarqué qu'il y a un homme qui est silencieux depuis la dissolution. Il n'a pas dit un mot quand il était encore garde des Sceaux, alors que on a eu les Jeux Olympiques, on a eu une grande période de temps avant d'avoir le nouveau gouvernement et avant d'avoir Michel Barnier à Matignon et donc Didier Migaud. Vous voyez bien, évidemment, de qui je veux parler. Éric Dupond-Moretti, qui depuis qu'il est sorti de la chancellerie est absolument silencieux. Là encore, on le connaît, le bouillonnant Éric Dupond-Moretti, il pourrait avoir envie de régler ses comptes en allant dans les médias. Mais non, il attend patiemment mars parce qu'il espère être le choix du président pour la présidence du Conseil constitutionnel. Et quel est le principal contre-pouvoir à ce que veut faire un gouvernement aux lois qui ont été adoptées? On l'a vu avec la loi immigration de Gérald Darmanin, c'est évidemment le Conseil constitutionnel. Donc dans l'option où Marine Le Pen ou Jordan Bardella, si elle est rendue inéligible par le procès qu'elle a en ce moment, arrive à l'Élysée, c'est évidemment un contre-pouvoir majeur pour le Rassemblement national avec Éric Dupond-Moretti qui a une détestation viscérale du Rassemblement national. Donc, on verra si c'est l'arbitrage, le choix du chef de l'État, mais son silence en dit long sur ce qu'il espère dans les semaines qui viennent. Et là, il y a une dérive qui est très préoccupante de ce qu'on appelle l'état de droit. En fait, on est passé de l'état de droit qui est des normes générales et impersonnelles qui ont la hiérarchie des normes, le respect des droits de l'homme, à finalement à l'état du droit. C'est-à-dire que une certaine gauche prétend que le droit qui est issu des forces, du rapport de force politique ne peut plus être changé. Il y aurait un espèce de système de cliquet absolu qui ferait qu'on interdirait aux gens qui ne sont pas de gauche, qui reviennent au pouvoir, de changer les législations qui ont été votées par des pouvoirs de gauche. Comme Trump l'a fait sous son mandat avec la Cour suprême aux États-Unis. Exactement. Oui. Exactement. C'est une dérive de la notion d'état de droit qui est très, très, très dangereuse. Vous savez, c'était Mitterrand qui avait dit « Méfiez-vous des juges, ils ont tué la monarchie, ils tueront la République ». Mitterrand ne fait pas partie de mes références habituelles, mais en l'occurrence, vous avez raison. Merci Stéphane. Merci Stéphane, merci beaucoup. Merci de le signaler et de le préciser. Stéphane, on le note, vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que, et donc c'est quand même extrêmement préoccupant, ça, ce que vous dites, Gauthier Lebret, parce que une fois de plus, il y a énormément de choses à changer aussi dans les institutions. Excusez-moi. La question, c'est est-ce que le Conseil constitutionnel fait de la politique ou ne fait que du droit en fonction de la Constitution? Si vous avez Éric Dupond-Moretti à la tête du Conseil constitutionnel, oui, ça fait de la politique. Mais ça en fait déjà. Quand vous avez, parce que ça finit par sortir dans la presse, même là, les sages ne le sont pas vraiment quand il y a des désaccords, mais on le sait que ça soit sur la réforme des retraites ou la loi immigration, il y a eu des désaccords en interne, des débats évidemment au sein du Conseil constitutionnel. Donc qu'est-ce qui tranche, puisque chacun a la Constitution sous les yeux? Il y en a un qui dit ça passe et l'autre qui dit ça passe pas. C'est de l'interprétation. Voilà. Et l'interprétation, elle est motivée par quoi? Par les biais idéologiques de chacun, évidemment. Je suis complètement d'accord. Merci Stéphane d'avoir été avec nous. J'ai vu une dérive bruxelloise, mais sémantique, qui est inquiétante. Nous, normalement, on parle de démocratie, donc la décision du peuple. Et peu à peu, dans les textes européens, le mot démocratie s'efface pour parler des valeurs démocratiques. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Et donc, oui, mais du coup, ce n'est plus du tout la même chose. Rien à voir. Ils en viennent à considérer que certaines des décisions voulues par le peuple ne correspondent pas aux valeurs démocratiques que la technostructure politico-administrative définit elle-même. Et donc là, c'est aussi quelque chose qui est extrêmement dangereux, qui a un peu des relents totalitaires. Vous en savez quelque chose, vous, monsieur Hanouna, parce qu'on veut vous empêcher de parler.
parler. Exactement. Parce que vous auriez des dérives. Bien sûr, Stéphane. D'ailleurs, mais voilà. Moi aussi, je ne sais même pas lesquels, moi aussi, Stéphane. C'est incroyable. Merci beaucoup, Stéphane, d'avoir été avec nous sur Europe 1. Je vous fais de gros bisous. Merci, Stéphane. Extrêmement intéressant à chaque fois que nous appelle Stéphane. On vous fait de gros bisous. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Tout de suite, c'est Laurence Ferrari sur CNews et Europe 1. Allez.